Bonsoir. Eh bien, écoutez, je propose qu'on continue cette soirée en parlant encore de transition, en parlant des actions que nous menons dans notre devoir d'agir pour ces transitions. On va le faire à travers deux tables rondes. Mais pour introduire ces deux tables rondes, je vous propose qu'on écoute Maya Attig. Maya Attig, c'est la directrice générale de la Fédération bancaire française. Elle va nous donner les éléments de contexte réglementaire, contexte technique dans lequel nous agissons. Et je demanderai à l'issue de ce film à Antonin Marco, qui est le directeur général d'Alterna, de me rejoindre sur la scène pour animer cette première table ronde. Je suis très heureuse de vous parler du rôle de la Fédération bancaire française et du mouvement collectif que les banques engagent sur les grands défis des transitions de nos économies et de nos sociétés. Transition digitale avec toutes ses implications, transition environnementale, c'est surtout de cela que nous parlerons, transition de société vers davantage d'inclusion. La Fédération travaille sur ce sujet parce que nous sommes en quelque sorte la voix de la profession. Nous devons montrer notre mobilisation auprès de l'ensemble des clients. Nous avons la chance en France d'avoir des banques très différentes, très concurrentes, vous le savez, mais aussi des banques qui partagent une solidité, on a un système dans l'ensemble solide, et des valeurs de proximité et d'utilité auprès des clients qui doivent nous aider dans ces transitions. Alors, comment faisons-nous tout cela? Tout d'abord, nous cherchons à comprendre les besoins, comprendre les nécessités, comprendre les objectifs de transition et comprendre aussi les attentes des politiques, les attentes exprimées par les voix qui portent le plus dans l'univers médiatique. Et donc, on relie toutes ces attentes, voire ces injonctions, avec la réalité qu'on connaît auprès des clients. Quelle est leur volonté, quelle est leur capacité à engager ces transitions. Et on agit. Chaque banque agit individuellement, et nous agissons aussi collectivement. Je vais vous en donner 3 exemples. Premier exemple, il y a eu des engagements de transition, de sortie tout simplement, du charbon et des hydrocarbures non conventionnels qui sont les fossiles les plus polluants. Ces objectifs ont été pris entre 2015 et 2021 et ils sont très strictement suivis chaque année. Deuxième exemple d'action, nous travaillons avec les pouvoirs publics au recueil des données nécessaires auprès des clients pour connaître leur situation en matière sociale et environnementale. C'est une exigence réglementaire, j'en parlerai encore, mais c'est aussi pour chaque banque le moyen de comprendre où en sont ses clients et comment ils peuvent progresser. Je vais vous donner un 3e exemple très concret, c'est que nous avons fait des propositions auprès des pouvoirs publics pour développer les produits destinés aux clients en matière d'épargne et de crédit pour la rénovation des logements. On a identifié un assez grand nombre d'éléments à déverrouiller pour progresser. Finalement, que fait la réglementation par rapport à tout cela? Bien sûr, il y a beaucoup de règles, des règles parfois difficiles à comprendre, difficiles à articuler. Mais ces règles, finalement, elles visent à aider à mieux connaître, donc harmoniser les données qui seront nécessaires. C'est extrêmement anxiogène pour les entreprises et au fond, aux banques de les aider à mieux comprendre l'utilité et à montrer que ce ne sont pas des données destinées à punir ou à exclure, mais vraiment à comprendre et à positionner chacun. Il y a un autre type de règle qui porte plus spécifiquement sur la mesure des risques des banques. Mesurer les risques, c'est ce que les banques font tous les jours depuis qu'elles existent tout simplement, mesurer le risque de crédit. Là, il s'agit de mesurer le risque climatique, de faire des stress tests climatiques, de mesurer les risques sociaux ou les risques de gouvernance. C'est effectivement beaucoup de travail, mais au fond, chaque banque peut aussi s'en saisir pour comprendre ces dynamiques, pour agir en interne ou en externe. 3e type de règles, ce sont les règles de conformité. Beaucoup de documentation, beaucoup de formalisation de ce que nous faisons dans la connaissance de nos clients, non seulement en termes d'identité, mais aussi en matière environnementale et sociale. Et là encore, à chaque banque de s'en saisir pour maintenir l'humain, pour maintenir le discernement dans la connaissance de ses clients. Pour conclure, je dirais que notre solidité doit être mise au service de cette transition qui est parfois cause de tant d'anxiété. Nous sommes convaincus à la Fédération que nos valeurs d'utilité et de proximité nous obligent à réussir cette transition auprès du plus grand nombre et à plaider pour des moyens qui soient inclusifs et justes. Nous sommes vraiment convaincus que nous pouvons être un acteur de confiance dans ce domaine. Merci pour votre attention et je vous souhaite de très bons échanges.
Bonsoir Antonin. Bonsoir. Avec cette table ronde, on va parler de transition énergétique. Alors je disais tout à l'heure, vous êtes le directeur général d'Alterna, filiale du groupe Sorégie, qui est installé en Vienne. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'Alterna? Oui, bien sûr, et je suis très content d'être parmi vous ce soir. Merci pour l'invitation. Et surtout très heureux de parler de transition énergétique, un sujet qui nous passionne chez Alterna. Vous allez vite le comprendre, Alterna, c'est un producteur d'énergie renouvelable qui commercialise l'énergie qu'il produit auprès de ses clients, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des collectivités locales. Finalement, avec un modèle qui est assez spécifique, mais qui est assez proche du modèle du Crédit Agricole, on l'a entendu tout à l'heure. On est aussi sur un modèle mutualiste, puisque aujourd'hui, Alterna Énergie est détenu à 100% par des entreprises locales d'énergie, elles-mêmes détenues par des collectivités locales ou des coopératives agricoles. Vous voyez qu'on partage un certain nombre de points communs, en tout cas dans nos modèles de gouvernance et nos modèles économiques. On est issu du territoire rural. On est présent dans 50 territoires ruraux avec des agences de proximité également et avec un objectif, je disais, accompagner nos clients pour qu'ils puissent réussir cette transition écologique et cette transition énergétique. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres repères pour ceux qui ne connaissent pas encore Alterna Énergie, on a été créé en 2005, ce qui fait de nous finalement un acteur historique du marché de la production et de la fourniture d'énergie. On est 100% indépendant, c'est-à-dire qu'on n'est pas affilié à un grand acteur du monde énergétique. On tient beaucoup à cette indépendance-là. On a généré 600 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et on est élu chaque année à peu près le meilleur, en tout cas le fournisseur préféré des entreprises et des collectivités locales. Et vous agissez sur tout le territoire français? On agit sur tout le territoire français. On a ce maillage territorial, mais on agit bien sûr sur tout le territoire français auprès des grands groupes, des collectivités, des PME, des TPE, des ETI et des particuliers. Merci. Le marché de l'énergie, je devrais dire le marché des énergies, c'est devenu très compliqué ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, avec un peu de recul quand même sur ce qui s'est passé ces derniers temps, quelle est votre analyse de la situation et quels sont les facteurs explicatifs? Je crois d'ailleurs que vous nous avez amené une courbe oui, alors pour nous permettre de mieux comprendre. J'ai qu'une diapo, mais normalement, voilà, elle est là. Je vais essayer de la commenter. Premier élément, je pense que tout à chacun dans la salle, on a considéré l'énergie comme une commodité. En gros, commodité, ça veut dire quoi? Un bien sans grande valeur. On s'aperçoit, depuis cette crise que je vais commenter, que c'est devenu un actif stratégique. Un actif stratégique pour notre nation. On a beaucoup parlé d'indépendance, indépendance alimentaire, l'indépendance énergétique est aussi un levier fort en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis janvier 2021? C'est le début de la courbe que je vous montre ici. Et vous avez trois courbes. Ces trois courbes, elles matérialisent l'évolution du prix sur les marchés de gros de l'énergie des années 2022, 2023, 2024, à chaque période, donc entre le 4 janvier 2021 et le 9 janvier 2023. Et on s'aperçoit qu'il y a 4 grands facteurs qui ont influé sur cette crise des marchés de l'énergie, sur les prix. Le premier facteur, c'est la météo. Le deuxième, c'est les tensions géopolitiques. Le troisième, c'est la disponibilité de la production. Et le quatrième, c'est l'économie. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis janvier 2021? Si on regarde dans le rétroviseur, entre janvier 2021 et octobre 2020, on est grosso modo sur un marché un peu haussier. Pourquoi haussier? Parce que du coup, il y a une reprise post-Covid économique, donc beaucoup plus de demandes. Et donc, du coup, les prix commencent à monter légèrement. Et puis, on a un prix du CO2 qui augmente sur les marchés. Alors, pourquoi le prix de CO2, ça influe sur le prix de l'électricité? Alors, il y a une petite subtilité technique qu'il faut comprendre, c'est que les prix sur les marchés de gros européens de l'énergie, ils sont fixés selon ce qu'on appelle le merit order, c'est-à-dire le coût marginal de la dernière unité de production appelée. Et il s'avère qu'en Europe, la dernière unité de production appelée, c'est souvent une centrale à gaz. Et donc, les prix de l'électricité sont très indexés sur les prix du gaz et du CO2. Et donc, en fait, on voit qu'en octobre 2021, ce concept de fixation du prix sur les marchés de gros de l'énergie prend tout son sens, parce qu'il y a les premières tensions ukrainiennes, et donc les premiers risques qui sont mis dans les prix liés finalement à de potentielles ruptures d'approvisionnement de gaz issus de la Russie. Octobre 2021, c'est ce petit pic, là, le premier petit pic en vert que vous voyez. Pour vous donner un ordre d'idée, je m'en souviens très bien. En octobre 2021, tous nos indicateurs, ils ont implosé. On n'avait jamais vécu ça. On a arrêté nos activités. Du jour au lendemain, on a dit stop.
il faut qu'on se pose pour savoir comment on va gérer cette crise. Vous voyez ce qui nous attend jusqu'à fin d'année 2022. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on reprend nos activités, on se réadapte. Et fin d'année 2021, début d'année 2022, vous avez un autre phénomène qui vient s'ajouter aux tensions géopolitiques, la disponibilité du nucléaire. Pas de chance, EDF avait, on va dire, décalé ses maintenances du parc nucléaire français et a pris du retard dessus. Et en plus, on a découvert lors de ces maintenances qu'il y avait de la corrosion sous contrainte, donc un certain nombre de réacteurs qu'il fallait arrêter à tout prix et réparer. Et donc ça, forcément, une reprise économique, une capacité de production qui baisse, ça fait monter les prix sur le marché. S'ensuit l'invasion en Ukraine, l'arrêt des livraisons de gaz russe, forcément les prix et les risques augmentent de manière très très importante. Et puis, toute une série de sanctions européennes qui font que cette mécanique haussière, elle continue sur toute l'année 2022, jusqu'à atteindre un paroxysme, jamais atteint une crise inimaginable, en juillet 2022, puisque les prix passent à plus de 1 000 € du mégawattheure. Je vous rappelle, on a vécu des années à 50 € du mégawattheure sur l'électricité, et là on est à 1 000 € du mégawattheure. Rebelote, on arrête toutes nos activités, et on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a des clients qui doivent renouveler leur contrat. Bien sûr, renouveler des contrats à 1 000 € du mégawattheure, il y a des fournisseurs qui l'ont fait. Nous, on savait que les clients n'allaient pas pouvoir payer et que ça n'allait pas être tenable. Donc, on a préféré décaler, attendre et prendre des mesures pour pouvoir les accompagner sur leur renouvellement de fin d'année. C'est ce qu'on a fait en intégrant un grand plan de sobriété. Je crois que le CATP, d'ailleurs, a largement participé à ce plan de sobriété parce qu'il n'y avait plus de valeur économique que dans la baisse des consommations d'énergie, à la fois pour un fournisseur, à la fois pour un client final. Et donc, on a mis en place un grand plan de sobriété pour l'ensemble de nos clients qui nous leur a permis de passer finalement cette période et qui nous a permis aussi de passer cette période. Aujourd'hui, on en est où? On a une détente du marché relative, parce que je vous ai mis en haut à droite le prix de l'énergie pour l'année 2024 en date de lundi, 189 € du mégawattheure. Je vous rappelle, 50 € avant la crise, entre 400 et 1 000 € pendant la crise. Et aujourd'hui, on est stablement autour des 170, 180, 190 € du mégawattheure. Donc des prix qui continuent finalement à rester à des niveaux très hauts. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a passé toutes ces étapes. Mais en tout cas, quand on les regarde avec le recul, on voit bien à quoi on n'a pas échappé et ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, vous le dites, vous l'exprimez, l'énergie, c'est un actif stratégique, c'est au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise. Je pense qu'on peut dire que c'est au cœur des préoccupations à peu près tout le monde dans cette salle. C'est au cœur également des préoccupations des élus locaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques témoignages de certains d'entre eux pour voir comment ils l'ont vécu. Alors nous avons chargé la voiture, et c'est parti pour un road trip dans nos départements de la Vienne et de l'Indre-et-Loire. Première étape à Husson-du-Poitou, sur l'un des sites du groupe Axiom, où Guillaume Naveau, son dynamique directeur général, nous accueille. Le groupe Axiom est une société de génétique porcine, donc notre métier c'est de sélectionner des reproducteurs uniquement dans l'espèce porcine pour les diffuser en France et dans le monde. On est 65 salariés en France et on a aussi des salariés sur 2 filiales à l'étranger, en Espagne et en Chine. Alors l'énergie est un poste très conséquent puisque dans nos élevages, pour le confort des animaux, il faut chauffer les salles. Le choix d'équiper le site de trackers solaires s'est basé justement sur cette consommation importante. Nous visions à autoconsommer 30% de la consommation du site, soit à peu près 300 000 kWh à l'année. L'avantage des trackers, c'est qu'ils ont une capacité à suivre l'orientation du soleil et donc ils ont une production qui est beaucoup plus équilibrée tout au long de la journée. Ici on a du tracker solaire, mais on a différents systèmes où on pourrait aussi utiliser la chaleur qui est produite par le lisier des porcs pour chauffer des salles. Donc on étudie tous ces systèmes-là. Moi, je rencontre beaucoup de porteurs de projets qui systématiquement présentent un volet énergie renouvelable. Donc il y a une réelle prise de conscience. Le Crédit Agricole est assez promoteur de ce type de solutions et nous encourage et nous aide à monter ce type de projet. Un expert énergie du Crédit Agricole nous a accompagnés du début jusqu'au financement et jusqu'à la construction
des trackers. Le Crédit Agricole est un partenaire historique de la société, donc c'est tout naturellement que la relation a été construite et qu'on a continué à travailler avec le Crédit Agricole, surtout qu'aujourd'hui ils ont une expertise sur ce domaine, à la fois agriculture et énergie, donc ça correspondait parfaitement à nos attentes. Expert en agriculture et en énergie, voilà des qualités qui correspondent également à notre second invité, Pascal Delahaye, l'emblématique créateur du jardin de Rabelais. Nous le rencontrons près de Chinon, à Avoine, où il y a plus de 30 ans, il a construit sa première serre. Le jardin de Rabelais, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1989 en ayant pour activité la production de tomates. Je suis fils de maraîcher, petit-fils de maraîcher. Donc j'avais une certaine idée de la qualité et du beau produit. On est 400 salariés dans l'entreprise. La surface en production, c'est 20 hectares. Le jardin de Rabelais produit des tomates toute l'année. On a besoin d'électricité pour éclairer les serres. On a besoin de chaleur. À ce niveau-là, on a eu l'idée en 2022, sur les conseils du Crédit Agricole, de contacter une entreprise locale pour installer des panneaux photovoltaïques sur un terrain qui se trouve près de nos centrales de cogénération. Là, on est 100% décarboné. Pas toute l'année, mais une partie de l'année. C'est des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas fixés au sol. Ils sont posés au sol, lestés, mais si on veut, dans quelques années, changer de terrain, on peut le faire. C'est dans la stratégie du Crédit Agricole de s'engager sur le renouvelable. On a commencé à travailler sur notre décarbonation de façon à ce que je transmette une entreprise qui puisse affronter les nouveaux besoins des années 2030 et voire après. Avoir une vision à long terme, s'engager aujourd'hui pour les générations de demain, voilà des valeurs que partage également Alain Anceau. Il nous reçoit dans sa mairie de Saint-Roch. Saint-Roch, c'est une petite commune vraiment proche de la métropole, une enclave dans Fondette, qui a un développement qui est assez poussé en ce moment parce qu'on est première couronne avec des terrains qui restent à des prix attractifs. Le Crédit Agricole souhaitait se rapprocher de collectivités parce qu'il travaillait beaucoup sur la Vienne, sur des départements voisins. Et des partenaires du Crédit Agricole sont venus me voir suite aux discussions qu'on avait eues lors des conseils d'administration et m'ont proposé d'installer des panneaux photovoltaïques du même principe que sur des hangars agricoles. Et comme j'avais le projet de créer un parking relais et de covoiturage devant l'école, le Crédit Agricole m'a fait cette proposition et je suis tout de suite allé vers eux pour développer ces ombrières. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de municipalités ont des conseils municipaux des jeunes et les jeunes ont une vision qui est différente de la nôtre. Souvent, en prenant conseil auprès de jeunes, on peut avoir des idées et c'était la première ombrière départementale construite en partenariat avec une municipalité et le Crédit Agricole. C'est du gagnant-gagnant. Le Crédit Agricole fait son geste pour une note carbone encore meilleure. La commune nous offre de l'ombre et on peut produire aussi de l'énergie au plus proche des habitations. Je pense que le Crédit Agricole est un partenaire comme pour les agriculteurs, pour ces productions d'énergie nouvelle. Et donc, il faut qu'on le prenne à bras-le-corps et qu'on avance tous ensemble dans la même direction. Voilà, Antonin, je pense que c'est assez éloquent. Les trois témoignages convergent dans le même sens, trouver des solutions. Et justement, en parlant de solutions, face aux préoccupations des différents acteurs qu'on a pu voir, quel type de réponse peut apporter un groupe énergétique ? Le premier élément de réponse, je pense, c'est d'être lucide, transparent sur la situation, puisque, encore une fois, on est en discussion avec un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément cette culture énergétique, et on est dans un système qui est relativement très complexe. Alors ça veut dire quoi, être lucide et transparent sur la situation? C'est aussi dire que les prix ne vont pas retourner à 50 € du mégawattheure. Et donc, en effet, il faut faire comme l'ensemble de ces chefs d'entreprise ou ces maires, trouver des solutions pour pouvoir, dans la durée, continuer à transitionner et à devenir peut-être le plus autonome possible en énergie. Les défis sont nombreux, ils ont été cités par les orateurs précédents. Des défis qui sont systémiques, la décarbonation, on n'y échappera pas, c'est certain. Il y a un paquet législatif européen qui s'appelle Fit for 55, qui nous dit quoi? Qui nous dit à tous, vous devez réduire votre CO2, vos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.
Et c'est tout de suite 2030. On a un certain nombre de réformes sur le marché de l'énergie qui sont à venir. La réforme de l'AREN, c'est-à-dire le droit tout à chacun à une énergie nucléaire à 42 € du mégawattheure. 189, 42 € du mégawattheure. Il y a peu d'acteurs dans cette salle qui souhaitent y renoncer. Une stratégie nationale bas carbone, une loi de programmation énergie-climat qui vont fixer des objectifs très très ambitieux pour tous les secteurs d'activité sur les sujets de la décarbonation et de la transition énergétique. Donc déjà être très lucide vis-à-vis de ça, être très lucide sur aussi les éléments conjoncturels qu'on a vus ici, ils ne sont pas terminés. Malheureusement, les tensions géopolitiques, elles perdurent. Malheureusement, les aléas climatiques, ils perdurent. Les phénomènes de sécheresse continueront. Les indisponibilités du parc nucléaire français, ils vont continuer, puisqu'on a un parc qui est le plus vieillissant. Donc forcément, il faut être lucide sur la situation. Deuxièmement, un peu comme ça a été dit au niveau de la caisse régionale, on pense que la transition énergétique elle va se faire dans les territoires ruraux. Et donc, on continuera chez Alterna à être présent en proximité avec des réponses locales, en faisant travailler l'ensemble des acteurs locaux pour aider nos clients, encore une fois, à transitionner écologiquement ou énergétiquement. Et la dernière, c'est innover sur les nouveaux modèles. Nous, on croit énormément au rapprochement de la production d'énergie renouvelable au consommateur final, en circuit court, avec une dimension très locale. Et donc, on veut continuer à innover et apporter des solutions nouvelles à nos clients, que ce soit les entreprises, les collectivités ou les particuliers. Alors une question peut-être un tout petit peu commerciale, mais chez Alterna, vous avez quoi comme type d'offre? Parce que là, vous avez brossé le panorama pour un groupe énergétique, mais vous spécifiquement, par rapport à votre ADN, par rapport au type de client que vous avez, qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous proposez? Oui, on est présent. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de toutes les offres et les services que propose Alterna Énergie, mais on est présent sur 3 grands segments de clients. Si je commence par les professionnels, aujourd'hui, nos offres, elles intègrent nativement la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, on l'a vécu finalement en marche accélérée pendant cette crise des marchés de l'énergie. On a un certain nombre d'acteurs qui ont pris des mesures de sobriété durable. Et ça, il faut en tenir compte finalement lorsqu'on est un énergéticien, lorsqu'on produit de l'énergie et lorsqu'on la distribue et la commercialise auprès de nos clients. Donc nos offres, elles intègrent désormais nativement la sobriété énergétique et on continue d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Deuxièmement, nos offres, elles intègrent des ENR. On souhaite aujourd'hui, pour tout type de clients professionnels, qu'ils puissent bénéficier d'une énergie la plus bas carbone possible et produite la plus proche de son lieu de consommation. Alors, on parle beaucoup des PPA, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est-à-dire des contrats de gré à gré entre un producteur d'énergie renouvelable et un grand consommateur. Malheureusement, c'est réservé à des très gros consommateurs, puisque c'est des contrats très complexes. Et nous, on cherche à démocratiser ça pour qu'en effet, chaque acteur, que ce soit une collectivité, une PME, une ETI, puisse bénéficier d'une énergie bas carbone produite localement. Et donc, c'est ça qu'on propose aujourd'hui dans nos offres à nos clients professionnels. Concernant les résidentiels, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on est un acteur aussi du marché des résidentiels. On se développe beaucoup sur ce marché-là. On a lancé avec beaucoup de fierté il y a 1 an une offre qu'on a appelée offre verte et locale, puisqu'elle permet à chaque consommateur de choisir la provenance de son énergie, son site de production d'énergie renouvelable. Cette offre, elle a été auditée par l'ADEME et elle a reçu le plus haut niveau de labellisation pour la transition énergétique. On est extrêmement fiers de ça et donc on continue à développer cette offre et à la proposer à l'ensemble de nos clients. Et aujourd'hui, je crois que j'ai regardé pas plus tard qu'hier, on est l'offre la plus compétitive du marché, toute offre confondue, que ça intègre des ENR ou pas. On est aujourd'hui l'offre la plus compétitive du marché, donc je vous invite à y souscrire si en effet vous êtes convaincu du modèle d'Alterna Énergie. Vous avez des contrats là, sur vous? Alors tout se fait en ligne, mais j'ai mon téléphone portable, on peut faire ça juste après. Merci Antonin, merci beaucoup pour vos éclairages, merci pour votre façon de présenter les choses qui j'espère aura servi à toute la table à bien comprendre. Merci. Bougez pas. Je vous propose que nous passions maintenant à la table ronde numéro 2 qui va nous parler de transition sociale, qui est emmenée par notre premier vice-président, Éloi Canon.
Bonsoir à tous. Merci d'être patients. Au Crédit Agricole, nous voulons un développement équilibré, donc un développement durable. Et donc, on a beaucoup développé dans les moments qui viennent de se passer l'aspect économique. On a beaucoup parlé d'environnement, notamment avec la transition énergétique. Et donc, nous, il nous revient plutôt la partie sociale, et donc en particulier avec les sujets d'inclusion et de cohésion. Alors, pour bien se comprendre, je vais préciser un peu ces termes-là. Par inclusion, on entend ne laisser personne au bord de la route, c'est important pour nous. Et par cohésion, on entend créer du lien entre les habitants, entre les acteurs du territoire, entre même les équipes du Crédit Agricole. C'est pour ça que, vous l'avez vu, notre plan d'entreprise s'appelle Ensemble 2025. Donc inclusion et cohésion sont depuis longtemps dans les valeurs du Crédit Agricole, même si on ne l'appelait pas forcément comme ça il y a quelques années. On parlait davantage de solidarité. Et puis la solidarité, c'est vraiment, on va dire, une des missions importantes de nos caisses locales. Et donc c'est pour ça que je me suis entouré de Angélique. Donc Angélique, bonjour. Bonjour Éloi, bonjour à toutes et à tous. Donc Angélique, vous êtes directrice de l'agence de Crédit Agricole à Noyer-Pampière. Vous êtes secrétaire aussi de la caisse locale. Secrétaire, ça veut dire animatrice de la caisse locale. C'est exact. Voilà, et donc également avec nous ce soir, donc Samuel Bernard. Samuel, tu es agriculteur à Brie-Dorée. Bonjour Samuel. Bonsoir Éloi, bonsoir à tous. Voilà, et tu es président, donc nouveau président d'ailleurs de la caisse locale de Loches, c'est-à-dire donc tu présides un conseil d'administration d'une quinzaine d'administrateurs du canton de Loches, c'est ça? C'est exact, c'est exactement ça. Donc voilà, donc on va commencer avec Angélique, et donc pour entrer dans le vif du sujet, Angélique, je vais te demander en quoi inclusion vous parle au quotidien. Je dirais que l'inclusion rime avec point passerelle, car les points passerelles sont la clé de voûte de l'inclusion au Crédit Agricole. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a été créé maintenant il y a un peu plus de 20 ans. Ce dispositif, il permet d'aider et d'accompagner les clients qui sont frappés par un accident de la vie, comme par exemple le décès d'un proche, la maladie, la perte d'emploi ou un divorce. Alors que plutôt qu'un long discours, je vous propose maintenant de regarder un film pour vous expliquer le fonctionnement des points passerelles. Perte d'emploi, séparation, maladie, certains aléas de la vie peuvent toucher chacun de nous et fragiliser le budget. C'est pourquoi le Crédit Agricole a créé les points passerelles. Depuis plus de 20 ans, ce dispositif d'accompagnement humain, social et financier aide gratuitement les clients ou non-clients du Crédit Agricole à retrouver autonomie et stabilité. Chaque bénéficiaire est d'abord accueilli et écouté par un conseiller. Ensemble, ils réalisent un diagnostic budgétaire personnalisé et approfondi de la situation qui conduit à mettre en place des solutions financières et bancaires, actions sur les comptes, médiation de dette, solutions sociales, conseils et orientations vers les acteurs du territoire partenaires des points passerelles dans les domaines du logement, de l'emploi, de la mobilité, de l'énergie, de la santé, de l'alimentation, de la médiation sociale et familiale. Ces solutions peuvent être complétées par un suivi budgétaire et humain dans la durée grâce à l'un des bénévoles accompagnants passerelles, administrateurs ou anciens collaborateurs du Crédit Agricole. Les points passerelles vont plus loin en proposant le microcrédit personnel, une solution qui favorise notamment l'accès à la mobilité et à l'emploi. Les points passerelles, ce sont aussi des actions de prévention du surendettement avec l'animation d'ateliers d'éducation budgétaire dans des établissements scolaires ou associations, notamment auprès des jeunes. Les points passerelles du Crédit Agricole, ce sont chaque année environ 12 000 foyers accompagnés, plus de 2 000 microcrédits personnels distribués, plus de 9 000 jeunes sensibilisés à l'éducation budgétaire. Grâce à une écoute bienveillante, un savoir-faire bancaire, humain, social et pédagogique, un écosystème territorial confiant et dynamique. Donc Point Passerelle, donc un dispositif national qui est très inclusif, qui mobilise des salariés mais aussi des bénévoles.
Et pour nous, en Touraine-Poitou, comment ça se concrétise? Combien on a accompagné de personnes? Alors, comment ça se concrétise en Touraine-Poitou? Depuis la création de ce dispositif, cela représente plus de 4600 accompagnements hein, sur nos 2 territoires, l'Indre-et-Loire et la Vienne. Mais c'est également plus de 200 personnes qui ont pu être accompagnées en Touraine-Poitou en 2022, avec 73% de succès, ce qui signifie que plus de 7 clients sur 10 ont pu retrouver une vie normale après avoir été accompagnés. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des solutions bancaires, notamment les microcrédits. En Touraine-Poitou, il en a été réalisé un peu plus de 200, dont 4 au sein de ma caisse locale à Neuilly-Pompière. Donc microcrédit, donc solutions bancaires, et donc il y a d'autres leviers que les solutions bancaires, on a vu ça dans le film? Tout à fait, Éloi. Les solutions bancaires ne représentent que 30% des solutions mises en œuvre. Ce qui est le plus important, c'est avant tout l'humain, l'écoute et établir des passerelles. En d'autres termes, c'est être créateur de liens. Alors, il faut savoir que tout cela est rendu possible grâce à nos 142 agences, nos 64 caisses locales, et également avec l'appui de nos 17 bénévoles. Alors, ce sont des anciens salariés et également des administrateurs. Nous avons aussi l'appui d'un réseau de partenaires, car l'inclusion est aussi une affaire de cohésion. Alors maintenant, je vais vous proposer de regarder un témoignage de Fatou. C'est une cliente aidée sur l'agence de Poitiers. Mon effondrement a débuté lors de ma perte d'emploi, du jour au lendemain. Et c'est là qu'a commencé ma descente aux enfers. C'était une période de ma vie où j'étais très endettée, où je ne pouvais pas me permettre d'acheter quoi que ce soit. Je comptais mes centimes d'euros pour pouvoir m'acheter une baguette de pain. C'était un choc, comme un choc post-traumatique. On ne sort plus, on ne s'habille plus, on reste enfermé, on est mal, on pleure toute la journée. Je perds des pieds. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'avais pas de solution pour pouvoir éradiquer tout ça. Il faut savoir que j'ai eu quand même des anges gardiens, que ce soit le point passerelle pour l'aspect financier, mon médecin traitant pour mon accompagnement psychologique, parce que sans eux, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui à vous parler. Je pense que j'aurais été dans la rue. C'est aussi ça le point de passerelle, parce que ça m'a rassurée dans le sens où c'est que je n'étais pas toute seule. Quand une personne est en difficulté, les gens vous entendent mais vous écoutent pas. Madame Nadeau m'a entendu mais elle m'a écouté. Pour moi, la suite, c'est déjà de réussir dans mon travail. Et j'aimerais aussi construire quelque chose. Peut-être vouloir acheter une maison ou un appartement. Voilà, pour la continuité. Donc en avant maintenant. Ouais, en avant. Tout est possible. Donc un grand merci Angélique pour la présentation de ces points passerelles qui illustrent bien ce que disait notre directrice générale tout à l'heure, qui illustrent bien que le Crédit Agricole, c'est bien la banque des bons et des mauvais moments. Et donc au passage, je souligne une autre initiative qu'on ne va pas forcément développer, mais le point passerelle, c'est pour la clientèle particulière, mais on a aussi un dispositif qui s'appelle Cellule Rebond au Crédit Agricole, qui est on va dire un dispositif qui permet d'accompagner, on va dire dans le même esprit, les clients agriculteurs, artisans, commerçants qui passent des moments difficiles. Et donc, Samuel, maintenant, est-ce que tu peux nous dire en quoi les caisses locales s'inscrivent en addition de ces deux dispositifs, donc point passerelle, mais aussi cellule rebond? Alors oui, tout à fait. L'inclusion n'est pas singulière, elle est plurielle. Elle couvre des domaines aussi divers que variés, comme l'inclusion économique, la santé, le don numérique, l'éducation, l'alimentation, et le bien vieillir à domicile, comme évoqué dans les propos de l'introduction de Odé Triquet et Nathalie Mourlon. De plus, il faut savoir que l'inclusion est différente tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc nos 64 caisses locales, avec plus de 700 collaborateurs, administrateurs, agissent avec les agences en proximité pour identifier les acteurs de la solidarité. Elles sont au contact direct des clients, elles connaissent ces structures et notamment nos associations qui œuvrent, elles, au quotidien sur le territoire.
Donc je pense qu'il est de notre devoir, et pour reprendre un mot de Monsieur Lefebvre, de notre responsabilité, pour nous, administrateurs et présidents de caisses locales, de continuer à cartographier de manière précise et pérenne le territoire. Et donc, afin d'illustrer mes propos, je vous propose de regarder 3 exemples concrets d'accompagnement. C'est à Bléré, au cœur de son entreprise, que nous avons rencontré Thierry Pétonnet. Cet homme de conviction nous accueille avec son inaltérable sourire et l'enthousiasme de ceux qui savent, chaque matin, pourquoi ils se lèvent. La boîte d'à côté, c'est une entreprise comme les autres, mais différente. Comme les autres dans le sens où elle embauche des salariés, et différente parce que ici, on ne recrute pas, on embauche tous les salariés qui sont demandeurs et volontaires pour venir travailler ici. À moi de trouver les missions qui conviennent aux personnes que j'embauche. On a 3 grands pôles d'activité. Un premier autour du pôle végétal, une deuxième activité autour de la ressourcerie. Et donc là, l'objectif, c'est de réduire les déchets qui sont aujourd'hui mis en déchetterie. Et puis une troisième activité qui est du service aux particuliers et aux professionnels. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes 40 salariés après 7 mois d'existence, avec une volonté de recruter 20-25 personnes par an. Donc on apporte notre contribution à atteindre le 0 chômeur sur Bléré. On expérimente ni plus ni moins un nouveau droit, qui est le droit à l'emploi pour tous, qui est inscrit dans la Constitution, mais qui n'était pas appliqué jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne peut fonctionner que s'il y a quelqu'un qui porte le projet très fortement, notamment une impulsion politique. Ici, c'est le maire de Bléré, Fabien Nebel. On a besoin d'un accompagnement des acteurs locaux, y compris les acteurs financiers. Ici sur Bléré, on a eu une écoute très favorable de la part de l'agence et des personnes qui travaillent dans l'agence sur ce projet, et la volonté de nous accompagner en nous interrogeant d'abord pour bien comprendre dans quel écosystème nous fonctionnions et pour voir quelles étaient les solutions qui étaient les mieux adaptées à ce que nous avions besoin. La résidence Mon Appart est un modèle d'habitat inclusif et innovant qui permet à des adultes atteints de troubles autistiques de mener une vie normale. Frédéric Brault nous en ouvre les portes. Alors nous sommes sur la commune d'Avoine qui a accueilli le projet de la résidence Mon Appart, et derrière moi vous avez un studio où mon fils Victorien habite depuis 1 an, un studio qui fait à peu près 16-18 mètres carrés et dans lequel il vit en pleine autonomie. La résidence Mon Appart accueille 16 adultes autistes qui vivent sur le territoire de manière autonome. Mais ils sont accompagnés quand même en fonction de leurs besoins par des aides à domicile tout au long de la journée. Et ils n'ont pas tous le même degré d'autonomie ni les mêmes besoins. Donc c'est vraiment individualisé. La résidence Mon Appart a ouvert ses portes en juin 2022. Projet mené par l'association ADMR Samba, avec l'appui bien évidemment de la commune d'Avoine et du bailleur social Touraine Logement qui nous a accompagnés dans ce projet. Et l'inclusion aujourd'hui est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics mais également de nos jeunes. Et donc ce projet répondait tout à fait aux attentes et aux souhaits que l'on a, nous parents, de pouvoir avoir et de leur apporter une inclusion sociale au sein de la vie au quotidien. C'est plutôt très positif parce que ça leur permet d'avoir vraiment un environnement pour eux, dans leur espace à eux. On sait que les adultes autistes aiment bien aussi avoir leur cocon, leur environnement. Mais le fait qu'il y ait un espace commun, ça leur permet de se retrouver ensemble pour discuter, pour cuisiner, pour manger ensemble. L'épanouissement de nos jeunes, c'est une véritable réussite. Et puis en tant qu'aidant, c'est aussi pour nous une façon de se reposer un peu et de voir qu'ils sont en capacité de pouvoir évoluer beaucoup mieux à l'extérieur qu'ils ne le feraient peut-être avec nous en restant à la maison. Et je suis bien placé, moi, parce que je vois bien Victorien qui évolue positivement depuis qu'il est devenu acteur de sa vie, et ça, c'est important. Être acteur de sa vie, c'est aussi important pour les résidents des Jardins de la Tour qui ont décidé de lutter contre l'isolement et de se regrouper au sein d'un béguinage. Je vous propose de revenir en images sur l'inauguration de ce lieu de bienveillance et d'entraide. Je suis veuve depuis peu et puis je me sentais seule, fragile. Alors j'ai cherché un nouveau logement pour vivre avec d'autres personnes, comme dans les villages d'autrefois. On ne se sent pas seul, où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide. La deuxième raison, c'est aussi pour des raisons économiques. Et puis la troisième, c'est le concept même du béguinage. Une bonne entente entre tout le monde, on a une bonne équipe de copains, on rigole tout le temps. Et c'est vraiment très agréable. Donc en final, je ne regrette pas mon choix. Alors nous voudrions dire aussi un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, à le concevoir, à le bâtir, à le financer et à l'animer, sans lesquels donc cette réalisation n'aurait pas été possible. En premier lieu, la Caisse régionale du Crédit Agricole, Touraine-Poitou. Alors place à la vie et place au béguinage des Jardins de la Tour. Voilà, merci.
Donc merci pour ces beaux exemples qui montrent bien que à chaque fois, une caisse locale, quelque part, a été à la hauteur et au rendez-vous. Donc peut-être Samuel, tu pourrais peut-être reprendre, toi, des exemples plus locaux dans le Lochois. Oui, tout à fait. Enfin, il faut être lucide, il y a tellement d'acteurs engagés sur le terrain, sur d'une multitude d'actions que je ne pourrais pas être exhaustif. Moi, je vais simplement vous citer 3 exemples d'accompagnement sur notre caisse locale. Nous avons pu réaliser un accompagnement financier de l'association Loche Ukraine, qui, dès le lendemain de la guerre, a accueilli principalement des femmes et leurs enfants afin de leur trouver un hébergement et du travail. Également, un accompagnement numérique par l'acquisition d'un tableau numérique pour l'IME de Beaulieu-les-Loches. Et enfin, je terminerai par un accompagnement éducatif. Nous avons mis à l'honneur cette année, lors de notre Assemblée générale, le collège Georges Besse, qui, par l'intermédiaire d'une classe SECPA, classe dédiée aux enfants, aux jeunes en difficulté, travaille depuis quelques années maintenant sur le gaspillage alimentaire au sein de la cantine. Donc une classe au service du collectif. Cette diversité d'accompagnement, c'est la force de notre modèle bancaire. Modèle bancaire de proximité, vraiment, pour mettre en réseau tous les acteurs et pour agir ensemble. Donc merci, et vous voyez, on arrive finalement à l'issue de la table ronde, et des exemples, il y en a beaucoup, on n'arrivera pas à tout citer, et c'est pour ça qu'avec le service mutualiste, on voulait vous proposer le petit film suivant pour continuer dans les exemples. Bravo, bravo à toutes les actions. Merci Angélique et Samuel pour vos témoignages. Moi, je voulais remercier à travers vous, je remercie en même temps tous les secrétaires et présidents de caisses locales, dont beaucoup sont dans la salle, pour votre action dans vos cantons, dans vos quartiers, pour toujours plus d'inclusion et de cohésion. Je veux aussi remercier Vincent Goliot et toute l'équipe du service mutualiste, parce que nous, sur le terrain, on a beaucoup d'idées, mais après, il faut les mettre en œuvre. Et donc, elles sont nombreuses, toujours plus diverses, parce qu'on veut coller au terrain. Donc, du coup, voilà, c'est plus difficile à mettre en place. Donc, merci à vous de nous aider. Et puis, plus largement, pour oublier personne, je voudrais remercier dans la salle aussi tous les collaborateurs et tous les administrateurs locaux qui travaillent souvent dans l'ombre. Donc, je vous propose de les applaudir. Bien, écoutez, Nathalie et moi, on s'associe aux remerciements adressés par Éloi Canon, le vice-président. Je crois qu'un grand merci à vous tous ceux qui ont participé, mais aussi vous, participants à cette soirée. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, tout simplement. Je vais peut-être me lancer en quelques mots, reprendre quelques termes qui ont été récurrents dans cette soirée, quelques messages qu'on a souhaité passer tous ensemble. La proximité. La proximité, c'est notre présence, c'est aussi nos réseaux. Bref, voilà, c'est un mot fort que je voulais partager avec vous en fin de soirée. La banque de tous les clients, ça a été dit. Donc c'est notre universalité. On ne choisit pas nos clients. On est sur un territoire, une population. Donc je crois que c'est
un message important que je voulais aussi passer. Des conseils en proximité, le recrutement, Nathalie l'a dit, c'est un vrai sujet qui nous préoccupe au quotidien, toutes les équipes. C'est le recrutement, c'est aussi la montée en compétence de nos équipes pour être au niveau d'exigence de nos clients, de vous tous. L'utilité, je l'ai dit à un moment donné, l'utilité, le jour où on n'est plus utile, le jour où on n'apporte pas de solution à nos problèmes de société, à nos besoins. Dame, je pense qu'on n'a plus de raison d'exister, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas notre ADN et on continue. Et puis la responsabilité, encore une fois, c'est une action récurrente et avec une vision dans la durée. Je crois que, je le dis souvent, le Crédit Agricole, il n'est pas là pour faire des coups, il est là véritablement pour accompagner dans la durée nos sociétaires, nos clients. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et Nathalie, peut-être pour conclure? Peut-être, Odé, vous dire, voilà, moi je suis arrivée il y a 3 mois, je ne suis pas une directrice générale classique, d'une banque classique. J'ai la chance de diriger avec les équipes une banque qui a un supplément d'âme. Vous avez vu qu'on a parlé très peu de chiffres, on a parlé de nos fiertés, de notre engagement sur le territoire à vos côtés. Donc voilà, c'est une grande fierté pour moi d'être à vos côtés pour ces prochaines années, pour développer le territoire, que ce soit pour les collaborateurs, dont je suis extrêmement fière, les élus, évidemment, qui sont à nos côtés, et puis vous, les clients, qui nous remettez tous les jours le cœur à l'ouvrage. Donc merci à vous tous. Avant de peut-être terminer, Odé, parce qu'on ne termine jamais comme ça au Crédit Agricole, vous dire qu'au niveau de la quatrième mi-temps, en fait, vous aurez 6 kiosques à votre disposition, 2 autour des énergies renouvelables, un pour les particuliers et un pour les entreprises, donc avec des collaborateurs à votre disposition pour vous renseigner, un kiosque autour d'une marketplace qu'on a mis en œuvre avec la CCI, un kiosque sur le recrutement, un kiosque sur le mutualisme, pour vous donner toutes les indications et pouvoir vous renseigner. Et puis, on vous l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Patrice qui vous en a parlé, un kiosque bancaire qui permettra de répondre à toutes vos questions. Et donc, on vous propose avec Odé de vous retrouver pour le pot de l'amitié, parce que c'est toujours comme ça que ça se termine au Crédit Agricole. Et bien entendu. À tout de suite, merci. À tout de suite et bonne fin de soirée à vous tous.